bonsoir à notre cher public fidèle à nos webinaires qu'on espère bientôt transformer en présentiel. Mais tant que notre cher Covid persiste, nous persistons aussi et nous s'adaptons à notre séance webinaire tous les soirs, ce qui nous permet aussi de recevoir des amis chers comme ce soir qui sont en Algérie, dans la personne de Louisa Driss Ayat Hamdouche et Nasser Jabi. Tous les deux sont des amis, bien entendu, mais Louisa, elle est politologue et Nasser, il est sociologue. Nous allons partager avec eux ce soir leurs réflexions concernant le titre que vous avez reçu, Quel avenir pour le Hirak algérien? Louisa est professeure en sciences politiques et relations internationales à l'Université Alger 3. Elle est membre du comité de rédaction de l'année du Maghreb et en dirige la rubrique Algérie. Elle est auteure de plusieurs articles scientifiques sur le système politique en Algérie et les mécanismes de sa résilience. Nasser Jabi est professeur et chercheur en sociologie à l'Université d'Alger 3 aussi. Il est l'auteur de nombreux ouvrages de référence sur les élites et les mouvements sociaux en Algérie. J'ai le plaisir de partager avec eux ce soir leurs réflexions. Je leur laisse la parole au début avant de les relancer et de recevoir vos commentaires et vos questions. On commence avec chère amie Louisa pour qu'elle nous parle de ses constats et les perspectives de ce Hirak qui est maintenant en point, j'allais dire, en stagnation presque. À toi la parole, chère Louisa. Merci beaucoup Salem. Bonsoir à tous. Je voudrais vous remercier, toi, le centre et tous les organisateurs pour avoir pensé à organiser un tel débat sur la situation en Algérie et notamment sur le Hirak qui est sur le point de célébrer, entre guillemets, son 3e anniversaire. C'est un plaisir donc d'être parmi vous et de contribuer à débattre d'un sujet qui nous concerne au plus haut point. J'ai choisi d'essayer de parler de la contestation populaire en Algérie à travers un concept que j'utilise souvent. J'aimerais bien que ça s'arrête un jour d'ailleurs, mais il reste à mon sens toujours aussi opportun, à savoir la résilience. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de double résilience, celle de la contestation populaire et celle du pouvoir politique. Donc je crois qu'on peut aujourd'hui, en faisant une espèce de halte 3 ans après, et pour comprendre aussi quelle perspective il peut y avoir à l'avenir, déjà commencer ou démarrer de ce concept. Donc, résilience de la contestation populaire d'un côté et résilience du pouvoir politique de l'autre. Et en fait, la question avec laquelle je voudrais commencer et qui me permet de commencer cette présentation ou ce débat, c'est qu'on sait que le Hirak, donc que le soulèvement populaire a affaibli considérablement et comme jamais auparavant, et j'insiste, jamais auparavant le pouvoir politique, certes, c'est un fait, mais en même temps, le pouvoir politique ne s'est pas effondré. Donc, on est aujourd'hui, 3 ans après, face à une contestation populaire qui est toujours là sous d'autres formes et face à un pouvoir politique qui est toujours là avec ses faiblesses. Donc, je vais commencer par la résilience du pouvoir politique. Donc, évidemment, 3 ans plus tard, nous sommes face à un pouvoir politique qui résiste, qui est résilient. Et bien entendu, j'ai oublié de le signaler, j'entends par résilience la capacité qu'a un système de résister aux pressions extérieures plus particulièrement, mais aussi aux pressions internes, et à sa capacité à s'adapter à ces pressions de façon à ce que non seulement il résiste, mais qu'il puisse, dans l'idéal des cas, se régénérer selon un adage qui est bien connu, un système, soit il se régénère, soit il dégénère. Donc, je vais te parler de la résilience du pouvoir politique. Pourquoi ce pouvoir politique n'est pas tombé, pour faire les choses simples? Je vois 3 ou 4 raisons essentielles. Et j'irai même
plus loin, je parlerai de multiples responsabilités. Première raison, et tu en parlais un petit peu, Salam, tout à l'heure, en off, c'est le soutien externe. Comme beaucoup de pays en proie à des mouvements de contestation politique, la communauté internationale a globalement réagi de la même façon. La prudence pour certains d'entre eux et le soutien plus ou moins franc, plus ou moins direct pour d'autres. La raison, là aussi, elle est souvent la même. Il s'agit soit de préserver des intérêts que ces puissances pensent perdre s'il arrivait un changement politique important, un changement politique radical. Mais au-delà de cela, je crois que l'un des arguments, l'une des causes essentielles de ce soutien au pouvoir politique algérien, c'est la peur de voir l'Algérie déstabilisée. Et là, je crois qu'effectivement, il y a consensus sur le fait de considérer que la stabilité de l'Algérie est une priorité absolue. Pour l'Europe en priorité, évidemment, mais pour beaucoup d'autres pays, on pourra y revenir dans le débat. La deuxième raison qui explique cette résilience, c'est que les responsables politiques, les gouvernants ont choisi, ce n'est pas nouveau, mais il y a une petite différence quand même, ont choisi de mettre l'économie algérienne au service de considérations politiques, pour ne pas dire politiciennes. Vous me direz évidemment, ce n'est pas nouveau, c'est le principe de la rente, le principe d'une économie rentière qui consiste à redistribuer les dividendes de façon à garantir un minimum de stabilité sociale, de garantir un minimum de régénérescence de la base politique, de la base sociale du pouvoir politique. C'est tout à fait vrai. Sauf que la différence avec les années précédentes, notamment les lustres précédents, c'est que les ressources aujourd'hui sont beaucoup moins importantes et donc le coût de ces choix économiques sont beaucoup plus grands, beaucoup plus graves qu'ils ne l'étaient dans les années 2000 par exemple. Donc c'est la raison pour laquelle je parle effectivement de gestion court-termiste de l'économie à des fins sociopolitiques. Je vais évoquer deux autres raisons qui expliquent la résilience du pouvoir politique, mais cette fois-ci, ces raisons ou ces responsabilités ne sont pas liées aux gouvernants, mais sont liées à la contestation populaire elle-même. La première raison, ou la première responsabilité pour moi, c'est que le Hirak, donc la contestation qui a commencé le 22 février, a montré sa force lorsque les raisons de sa contestation, les raisons de sa présence étaient un motif fédérateur, à savoir le refus, le rejet catégorique du 5e mandat. Ensuite, après la démission de Bouteflika, nous sommes arrivés à un autre type d'objectif tout aussi fort, mobilisateur, mais pas forcément fédérateur. Je m'explique. Il y avait consensus, il y avait même unanimité pour considérer que le 5e mandat était inacceptable, pour des raisons multiples sur lesquelles je pourrais revenir, mais je pense que tout le monde les a en tête. Par contre, après la démission du président, on est rentré dans une autre phase. Pour la plupart, la vision générale de cette phase consiste à dire que le Hirak est monté d'un cran, que le niveau de revendication politique est monté d'un cran puisqu'il ne s'agissait plus de la contestation d'un homme, mais de la contestation d'un système de gouvernance. Et c'est effectivement le cas. Or, et c'est la deuxième raison qui va expliquer la première raison liée au Hirak toujours, cette escalade ou cette surenchère dans la revendication politique avait besoin d'un soubassement qui n'existait pas à l'époque. Il avait besoin de forces politiques, en fait, qui le portent. Pourquoi? Parce que à partir de la démission du chef de l'État, nous nous sommes retrouvés face à la nécessité, nous, quand je dis le Hirak s'est retrouvé face à la nécessité de donner du sens à ces nouvelles revendications. Quel sens lui a-t-il donné? Alors, il y a eu une floraison de propositions
Donc, il y a eu les partisans de la Constituante, il y a eu les partisans d'une transition avec à la tête un collège présidentiel, il y a eu les partisans d'une élection présidentielle menée dans des conditions de transparence complètement différentes de ce à quoi on était habitué. Il y a eu aussi l'apparition d'un certain courant qu'on a appelé Novembaria Badissia, sur lequel a surfé de façon patente le pouvoir politique de l'époque, le pouvoir militaire en l'occurrence, en voulant, euh, euh, en voulant investir dans les fibres d'une part conservatrice et d'autre part prudente quant à des changements qui seraient incontrôlés. Donc, on a mobilisé un répertoire lié aux valeurs de novembre d'une part et aux valeurs religieuses d'autre part, d'où la liaison badicienne-novembaria qui n'a en fait aucune raison d'être, mais en tout cas elle a existé. Et donc, cette période que certains, je le répète, considèrent comme une période dans laquelle les discussions, les débats, les contradictions ont émergé comme un signe positif de dynamisme, de réel pluralisme de la contestation populaire, mais en même temps, la multiplication de ces divergences a conduit à une baisse relative de la mobilisation populaire dans la rue, ça on l'avait remarqué, et puis au sentiment, progressivement, au fur et à mesure que le temps passait, que la contestation de la rue à elle seule était manifestement insuffisante. Sauf qu'en parallèle, il existait dans la contestation populaire de très fortes résistances à l'émergence d'organisations politiques ou associatives ou syndicales. Enfin, c'est la notion d'organisation face à laquelle il y avait de la résistance et la notion de représentation qui, elle aussi, était au centre d'une très, très grosse problématique. Je pourrais y revenir si vous le désirez. Mais en tout cas, pour résumer, la résilience du pouvoir politique, on peut la relier à un groupe de raisons liées à sa propre structure et un deuxième groupe de raisons, un deuxième groupe de responsabilités qui est lié au Hirak, en plus, bien évidemment, des liens de l'Algérie avec ses partenaires internationaux qui a joué un très grand rôle. Quant à la résilience de la contestation populaire, déjà, la première question qui sans doute nous sera posée, c'est la contestation populaire est-elle encore résiliente dans la mesure où il n'y a plus de manifestations? Oui, la contestation populaire est encore là. Et la preuve par l'absurde, ce sont les vagues de répression qui ciblent les militants connus de la contestation populaire. Pourquoi est-ce que la résilience du Hirak, de la contestation populaire, a gravement et de façon inédite affaibli le pouvoir politique, et je dirais même plus que ça, il n'a pas affaibli le pouvoir politique, il a affaibli le système politique algérien. Première raison, j'y faisais allusion tout à l'heure, c'est que le Hirak a été une réaction qui a fédéré de façon extrêmement large la population algérienne. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je sais que Nassal va en parler. Mais en tout cas, le Hirak porte réellement le sens et la définition d'un soulèvement populaire. Pourquoi? Parce que le 5e mandat était une revendication, était au centre d'un rejet fédérateur. La deuxième raison qui explique l'affaiblissement très grave du pouvoir politique face à la résilience de la contestation populaire, c'est que ce soulèvement a permis de remettre en cause les fondements idéologiques du système politique algérien. Et j'entends par là la légitimité révolutionnaire qui est finalement passée, qui a changé de camp, pour reprendre une expression bien connue, qui est passée du discours officiel légitimant le pouvoir en place à l'un des récits extrêmement centrales des revendications
et du discours du Hirak. C'est-à-dire que tout ce qui a trait à l'histoire de la guerre de libération, à l'histoire de ses héros, à l'identité de l'Algérie, à l'identité plurielle, hein, j'entends bien, a été totalement récupéré, bon, je mets le terme entre guillemets, mais en tout cas a été totalement réutilisé par le Hirak, enlevant ainsi au pouvoir politique un instrument qu'il avait longtemps utilisé, à savoir la légitimité révolutionnaire, à savoir que le système politique mis en place à l'indépendance était le fruit de l'indépendance, que ses auteurs étaient les auteurs de l'indépendance, et donc leur maintien au pouvoir était une sorte de dû dans un système néo-patriarcal bien connu. Et ben, le Hirak a totalement remis en cause cela. La fierté de la guerre de libération est devenue un atout scandé par le soulèvement populaire. La deuxième source de légitimité qui a été totalement revisitée ou revue ou discréditée, c'est la légitimité sécuritaire. On n'a jamais autant entendu de débats sur les années 90 que lors du Hirak. Et je voudrais signaler que, évidemment, il y a eu tout un tas de slogans que certains approuvaient et que d'autres désapprouvaient, mais en tout cas, l'ombre des années 90 a toujours plané sur le soulèvement populaire, mais pas de la façon dont a voulu l'utiliser le pouvoir politique. Ces années 90 sont devenues une sorte de, je ne dirais pas un trophée, mais en tout cas, c'est devenu un acquis utilisé par le soulèvement populaire en disant ceci. 1. Nous n'avons pas peur de revenir en arrière, pour des raisons que je vais expliquer plus tard. Et 2, nous savons comment cette période a été utilisée et nous refusons de tomber dans cette rhétorique. Et donc, la légitimité sécuritaire a été totalement renversée, totalement discréditée, et les réseaux sociaux à ce niveau-là ont été extrêmement productifs et ont alimenté un débat qui n'était pas forcément, qui n'était pas du tout même planifié, mais qui est apparu comme un fait nécessaire ou comme un fait accompli. Troisième raison qui fait que le Hirak a considérablement affaibli, et pas considérablement, a comme jamais affaibli le pouvoir politique algérien, c'est la nature de son projet. Évidemment, un projet que l'on pourrait résumer comme un projet de démocratie. Un changement radical de gouvernance en Algérie signifie, en d'autres termes, mettre sur pied les fondements d'une construction démocratique. Et pourquoi cette revendication a affaibli le pouvoir politique? C'est parce que les instruments qu'il a mis en avant pour revendiquer cette requête, cette demande, elle était en totale adéquation avec l'objectif. C'est-à-dire que le Hirak revendiquait la démocratisation du pays, il a toujours été pacifique, il a toujours été pluriel, il n'est pas tombé dans l'exclusion, il n'est pas tombé dans la quête de l'hégémonie. Il s'est réapproprié de façon pacifique et très civilisée l'espace public. Il s'est réconcilié avec la politique qu'il avait désertée pendant des décennies. Et donc, on est vraiment dans une adéquation entre les moyens utilisés et l'objectif recherché. Pourquoi je dis ça? Parce que dans des périodes précédentes, lors de mouvements de contestation précédents, ou plus grave encore lors de la guerre civile dans les années 90, il y a toujours eu une dissociation entre des revendications politiques légitimes et des instruments qui ne correspondaient pas à cette revendication, c'est-à-dire la violence. Le Hirak a, à mon sens,
grandement affaibli le pouvoir politique algérien parce qu'il lui a retiré le prétexte d'utiliser la violence. Il lui a retiré la légitimité d'utiliser la violence. Parce que si à une première période, durant une première période, la répression était très faible ou marginale, nous ne sommes plus depuis un moment déjà dans ce contexte-là. Mais en tout cas, le caractère pacifique, le caractère civique, le caractère civilisé du soulèvement populaire a fait que la légitimité de la répression n'a jamais pu être établie dans le discours politique dans le discours du pouvoir politique. Quatrième signe d'affaiblissement extrêmement important, c'est le délitement institutionnel et politique, mais délitement institutionnel là aussi sans précédent, et l'incapacité du pouvoir politique, de ses constituants, de ses groupes constituants, de rétablir un équilibre à même d'exprimer un consensus de gouvernance. Aujourd'hui, le pouvoir politique est manifestement les pouvoirs politiques. Nous ne sommes pas du tout dans un contexte où le pouvoir politique algérien est homogène et cohérent et solidaire. Nous sommes dans une logique totalement inverse. Et je pense que jamais les contradictions, les conflits internes n'ont atteint un tel degré de gravité et de dangerosité. Dernier élément qui pour moi explique l'affaiblissement du pouvoir politique, ou en tout cas un signe qui exprime l'affaiblissement du pouvoir politique, c'est le retour en force de la rhétorique sécuritaire, et même ultra-sécuritaire, avec l'apparition non seulement dans le discours politique, mais également dans un arsenal juridique au terrorisme, à de nouveaux groupes terroristes. Ce tournant a été, à mon sens, surprenant. Pourquoi? Parce que, d'abord, il est extrêmement difficile de donner brusquement, soudainement, à un mouvement populaire pacifique et reconnu comme tel des prétentions ou des velléités violentes. Et deuxièmement, et pour moi c'est encore plus important, c'est que il s'agit, en revenant à ce type de discours, il s'agit explicitement d'un aveu d'échec. Un aveu d'échec. Pourquoi? Parce que le label avec lequel l'Algérie est revenue dans le concert des nations depuis le début des années 2000, c'est son succès dans la lutte antiterroriste. Son faire-valoir, ses mots-clés, les clés de sa communication internationale et interne, c'est sa réussite, et en plus seule, à lutter contre le terrorisme. Et donc, l'Algérie est passée de façon très soudaine à un discours évoquant un terrorisme résiduel qui a échoué, qui a été battu grâce aux moyens mobilisés par l'État, grâce à la Charte pour la réconciliation, grâce à la force de l'armée nationale populaire, grâce à la cohésion sociale, grâce à un retour en arrière extrêmement troublant et qui aujourd'hui met en tête de liste des priorités algériennes, met en tête de liste des menaces algériennes le terrorisme interne, avec l'apparition de nouvelles personnalités jugées comme soutenant le terrorisme et d'organisations jugées comme terroristes. Pour finir, en conclusion, je dirais que
la résilience de la contestation populaire, de la contestation politique, implique pour l'avenir une chose, c'est qu'il est impossible de revenir au statu quo ante de 2014. Je dis 2014 et je ne dis pas 2019. Pourquoi? Parce que, à mon sens, ce qui s'est passé en 2019, c'est le résultat d'un affaiblissement extrêmement grave des mécaniques de la logique de gouvernance du pouvoir politique algérien. 2019 a été le paroxysme de cette incapacité, pas seulement de gouverner, de cette incapacité à prendre les décisions à même de maintenir le statu quo politique. Et donc, continuer sur cette lancée-là, dans cette tendance-là, c'est-à-dire penser que le pouvoir politique peut se régénérer par les mêmes logiques, avec les mêmes acteurs, avec les mêmes règles, on le voit depuis 2 ans que cela ne fonctionne pas. La deuxième idée sur laquelle je voudrais terminer, c'est que la résilience du pouvoir politique exige, la fin de la résilience du pouvoir politique ou le développement de la résilience du soulèvement populaire exige de lui la maturation de son projet de changement politique, c'est-à-dire la nécessité absolue de passer du rejet tellement fédérateur à un projet de mobilisation, mobilisation avec un S, parce que finalement, en regardant l'ensemble des expériences internationales dans lesquelles une transition démocratique a pu avoir lieu, celle-ci s'est toujours faite, ou en tout cas les chances de succès de ce type de transition, c'est toujours fait lorsque des forces politiques organisées et légitimes étaient à la tête de ce mouvement de contestation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Louisa. Et on va passer la parole à notre cher ami Nasser. En attendant, si tu peux, cher ami Louisa, pour les questions, la séance des questions, si tu peux mettre une lampe devant toi, parce que là, avec la couchée du soleil, on ne te voit plus. Cher Nasser, à toi la parole. Ok, bonjour Salam, merci pour cette invitation qui va nous permettre de discuter un peu de ce qui se passe en Algérie, ce qui s'est passé, du Hirak, de cette grande mobilisation. Je vais essayer de faire un peu une sociologie de ce Hirak. Pour commencer, je vais dire que le Hirak a bien reflété l'évolution de la société algérienne. C'est un mouvement très représentatif de la société algérienne en termes politiques, en termes économiques et en termes sociaux. C'est-à-dire toutes les transformations que la société algérienne a connues pendant des décennies, au moins depuis les années 70. Un seul point, par exemple, un seul point, c'est cet aspect citadin du Hirak. Le Hirak, c'était un mouvement citadin. On a vu la mobilisation, surtout dans les grandes villes et les moyennes villes, là où 67 à 68% d'Algériens vivent. Donc, c'était un mouvement, le Hirak, c'est un mouvement urbain. On n'a pas vu beaucoup de manifestations, beaucoup de marches, beaucoup de mobilisations dans des zones rurales. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société algérienne a changé dans les 30 ou 20 dernières années. Et on est devant une société citadine où le moteur politique de la société s'est transformé et il est allé s'installer dans les villes, dans les grandes villes, dans les villes moyennes. Le Hirak l'a exprimé très bien, cette situation. On a vu qu'on avait tous les vendredis plus de 48, plus de 50 manifestations qui sortaient dans les grandes villes avec les mêmes slogans, avec les mêmes objectifs, une mobilisation. On va voir après quelles sont les caractéristiques de cette mobilisation. Donc le Hirak reflète très bien cette tendance d'une société qui va devenir de plus en plus une société citadine, une société des villes. Et le deuxième point, c'est aussi le Hirak reflète un peu aussi cette démographie de la société algérienne.
on la voyait à l'œil nu dans les marches. Il y avait beaucoup de jeunes, dans une société de jeunes. Il y avait beaucoup de femmes qui sortaient, qui manifestaient, qui s'exprimaient pour la première fois. Donc, c'est aussi une révolution de génération. C'est la première fois depuis l'indépendance, on n'a jamais connu ça avant. C'est la première fois depuis l'indépendance où on voit une participation massive des Algériens dans un débat politique, dans des marches, pour s'exprimer. Et les Algériens ont repris la parole politique. Et ça, on ne l'a jamais vu pendant, par exemple, si on fait une comparaison avec ce qu'on a vécu en octobre 88 ou en 92, c'est la sociologie du mouvement d'octobre est très différente de cette sociologie qu'on a vue avec le Hirak. Octobre, c'était une affaire de jeunes urbains, sûrement, mais de jeunes garçons sans les filles, sans la gente féminine. On avait des jeunes, on avait aussi un aspect très populaire. Octobre, c'était des jeunes de quartiers populaires. On peut le dire, c'est des quartiers pauvres. C'était des jeunes de quartiers populaires pauvres. On le voyait à Alger, on l'a vu à Andaba, on l'a vu à Constantine. Donc, pour le Hirak, c'est très différent. Pour le Hirak, on a vu pour la première fois dans l'histoire politique de l'Algérie une présence extraordinaire des couches moyennes, c'est-à-dire des couches moyennes qui se sont exprimées pour la première fois de cette manière, je dirais même massive. C'est-à-dire, on a vu cette transformation de la société algérienne, on a vu beaucoup de filles, beaucoup de familles. La famille sortait en groupe, ensemble, c'est-à-dire on le voyait dans les marches, surtout à Alger. Peut-être que les gens vont se dire que les marches, les manifestations, les vendredis d'Alger, ce n'est pas tout à fait comme à Annaba ou la Constantine ou à Oran. Mais c'est très représentatif de cette Algérie où on voit toute la famille sortir pour s'exprimer, pour dire ce qu'ils pensent politiquement, pour revendiquer des revendications très claires, parfois très claires. Donc, on avait cette Algérie citadine, couche moyenne, pour la première fois depuis l'indépendance. Les jeunes aussi. Moi, je crois que le Hirak, c'est une grande expérience de politisation d'une génération qui n'a jamais connu le travail politique d'avant, c'est-à-dire pour les gens qui ont à peu près mon âge maintenant, 60 ans, 50 ans, ils avaient une petite expérience pendant les années du parti unique, dans l'opposition. Ils avaient une petite expérience, par exemple, ils se sont exprimés en octobre. Mais cette fois-ci, c'est une nouvelle génération qui est sortie dans la rue pour s'exprimer politiquement. Et on avait peur. L'ancien chef du gouvernement disait, attention, les Algériens sont connus, même si au début, c'est un mouvement très pacifique et non violent, il va se transformer. Et il a fait peur, il a essayé de faire peur aux Algériens en disant, attention, ce qui s'est passé en Syrie, en Irak, au Soudan, attention, les Algériens sont connus pour leur... Et on avait peur de cette histoire politique violente. On l'a vu dans les années 80, 88. On l'a vu dans les années 92, après l'annulation des élections. Donc, le mouvement s'est transformé rapidement et est devenu plutôt... il est passé vers la violence. Donc, pour la première fois, on voit donc la ville, l'aspect citadin, la famille, la femme, les jeunes, et parfois, la police a arrêté des groupes pendant le Hirak. Ils ont mis des petits groupes de 10, 15 dans les fourgons de la police. Si on faisait la sociologie de ces fourgons, de ces arrestations, on pouvait trouver dans ces fourgons de police le journaliste, l'étudiante, le cadre supérieur. On avait des arrestations d'anciens gouverneurs de banque d'Algérie. C'est-à-dire, cette sociologie des arrestations reflétait très bien l'aspect, la sociologie du Hirak.
Donc, on l'a vu, la présence de la femme pour la première fois. Moi, j'avais peur au début, au tout début des manifestations, des possibilités de violence, surtout où les Algérois vont venir voir pour la première fois une grande présence dans le lieu public des femmes algériennes. Et j'avais peur que ça ne serait pas accepté et que peut-être ça va donner lieu à des rixes, à des violences contre les femmes. Ça n'a pas été le cas. Et ça n'a pas été le cas, pas seulement une semaine ou deux, un mois ou deux, pendant 3 ans. On n'a jamais vu, à part vraiment des incidents très insignifiants, on n'a pas vu de violence à l'égard des femmes qui s'exprimaient politiquement pendant les vendredis, pendant les marches, et ça dans toutes les villes, pas seulement à Alger. Et parce qu'on peut faire on peut dire que, par exemple, le Hirak de Bourgois-Rérige, ce n'est pas le Hirak d'Alger, ou que même à l'intérieur d'Alger, il y a le Hirak de Didouche Mourad et le Hirak qui venait de Harrach, de Belcourt, des quartiers plutôt populaires. Donc, pour revenir, le troisième point, c'est ce pacifisme. C'est-à-dire, on a maintenu, le Hirak s'est maintenu comme un mouvement politique de protestation, de revendication, mais surtout, il a choisi de rester pacifique. Pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie, où on avait très peur de cette histoire qui ne tenait Donc, le Hirak a maintenu son pacifisme. On va réfléchir ensemble après, on va discuter un peu ce pacifisme. Est-ce que c'est un point fort? Est-ce que Louzel a bien expliqué, c'est-à-dire le pacifisme de Hirak a enlevé des mains du pouvoir la possibilité d'intervenir, d'aller vers la violence, d'aller vers la répression. Donc, le pacifisme. Et l'autre point, c'est que le Hirak aussi a reflété un peu notre histoire, pas seulement le moment. Le Hirak, c'était un moment politique qualitatif. Un moment politique qualitatif. Mais c'est aussi de l'histoire. Et on a revu un peu les lacunes de la société algérienne, les faiblesses de la société algérienne, ce que le pouvoir a essayé d'exploiter. Il ne faut pas oublier que le système politique algérien a essayé pendant plusieurs décennies post-indépendance de gérer les Algériens à travers leurs faiblesses, pas à travers leurs points forts. Il a géré les Algériens sur la base des régionalismes. Il disait, attention, celui-là, il est de cette région, l'autre, il est de cette région, les Algériens sont comme ça, leur unité politique nationale n'est pas tout à fait acquise, donc il faut faire attention. Et on a essayé pendant des années à gérer les Algériens à travers ces coupures, ces lacunes, ces fissures sociologiques, culturelles, linguistiques, qu'on a essayé d'amplifier pendant le Hirak, surtout les derniers mois du Hirak, en disant, attention, le Hirak n'est pas national, n'est plus national, malgré ce qu'on voyait quotidiennement, qu'on est devant un Hirak national. La preuve, comme je l'ai dit, plus de 50, parce qu'il y avait parfois des wilayas où il y avait des manifestations dans 2 villes différentes dans la même wilaya. Donc, on avait, les autorités ont parlé de 13 à 15 millions d'Algériens qui sortaient les vendredis, surtout les premiers vendredis du Hirak. C'est-à-dire 15 millions, c'est presque 30%. C'est pas plus. C'est-à-dire des gens, si on ne compte pas les enfants et donc, on va avoir une bonne part de la société algérienne qui s'est exprimée, surtout cette diversité sociologique du Hirak qu'on pouvait trouver dans la même marche
le chômeur, avec le cadre supérieur, avec le cadre moyen, avec le petit artisan qui venait des quartiers populaires, sortir et marcher ensemble. Ça, cette diversité sociologique, bien sûr, a créé beaucoup de problèmes. Par exemple, les Algériens, jusqu'à maintenant, se posaient la question pourquoi le Hirak est resté braqué sur les questions politiques au lieu d'aller vers les questions socio-économiques. Pourquoi les conditions des Algériens de vie, de logement, de travail, de chômage n'ont pas été posées par le Hirak et qui a fait que on est allé directement sur les questions politiques. Moi, je crois que c'est aussi une intelligence collective qui s'est exprimée pendant le Hirak. Le Hirak, c'est aussi une intelligence politique collective qui a fait que les Algériens s'entendent pour dire que le grand problème en Algérie, c'est pas la question sociale. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problèmes sociaux, économiques, on n'a pas de chômage, on n'a pas de conditions de vie mauvaises, mais collectivement, on s'est entendu pour dire que la solution vient du politique et vient du sommet du politique. La solution vient, et je vais répondre là à Louisa, en changeant le système. Mais moi, je ne crois pas que les gens avaient comme objectif pendant le Hirak d'abattre le pouvoir, on voulait le changer. Bien sûr, il y avait des courants très différents qui disaient, par exemple, qu'on veut changer radicalement le pouvoir. D'autres disent, oui, on veut seulement changer le fonctionnement politique. D'autres parlent d'institutions politiques, comment changer le fonctionnement des institutions de l'État. Mais il n'était pas question de faire descendre, de faire abattre le pouvoir. On voulait changer le pouvoir. On voulait le changer qualitativement, aller vers... Et ça, ce qui a fait qu'à un certain moment, le débat il s'est axé sur ça, sur cette transition politique qui a été refusée par le pouvoir. Les élites officielles, les élites au pouvoir militaire et civil ont bloqué sur cette question. On ne veut pas de changement politique, de transition. On ne voulait pas que le fonctionnement de l'État change, que le fonctionnement du système change. Et à certains moments, le fait de parler de transition politique, c'est devenu presque une chose très grave pour les gens qui s'exprimaient en disant qu'on veut un système politique, un autre système politique, et on veut une transition, une période de transition. Donc le Hirak, peut-être, je vais m'arrêter après cela, le Hirak, c'est aussi... Il ne reflétait pas les bonnes choses, le moment politique qualitatif de l'Algérie, de la société algérienne, des évolutions de l'Algérie avec cet aspect citadin, cet aspect... Le Hirak aussi a reflété, il faut le dire, beaucoup de choses positives que la société algérienne a connues. Par exemple, l'enseignement, la généralisation de l'enseignement. On a vu que le débat politique était d'un niveau très supérieur. On avait des débats, parce que le Hirak, c'est aussi un débat. On avait des débats quotidiennement. Chaque vendredi, des grands débats. Alger, c'est devenu une Athènes politique où on posait les problèmes de la Constitution, comment changer la Constitution, des jeunes Algériens qui n'avaient jamais eu de pratique politique ancienne. Ils n'ont jamais milité dans un parti politique. Il faut voir la situation, comment les Algériens regardent leurs partis politiques, leurs associations, leurs syndicats. Donc, on n'avait pas une grande... On parlait de 1% ou 2% seulement d'Algériens qui étaient dans les partis politiques. Ça ne les empêchait pas d'avoir un débat politique de qualité. Ça, c'est aussi l'enseignement, la généralisation. Tout ce qu'on peut dire sur la qualité de l'enseignement en Algérie, mais les faits sont là. Les faits sont là. Les Algériens parlaient politique,
se respecter. Et j'étais étonné, moi, plusieurs fois, où ces jeunes-là ont acquis cette expérience politique. Il faut faire, moi, je me suis intéressé à l'expérience égyptienne. On n'avait pas, dans le monde arabe, on n'avait pas de parti politique. Où peut-on avoir cette maturité politique qu'on a constatée chez les jeunes? La famille, peut-être, je ne sais pas. Cette accélération, peut-être c'est aussi une accélération, c'est-à-dire ce qu'on pouvait avoir pendant le Hirak pendant 3 mois, on pouvait ne pas l'avoir pendant 30 ans. C'est-à-dire on a eu une accélération de l'histoire politique de l'Algérie avec cette nouvelle génération, avec son niveau intellectuel, et qui a fait que on est arrivé à des débats de qualité extraordinaires à Alger. Moi, j'ai assisté à des conférences, malgré la fermeture, c'est-à-dire le pouvoir a fait tout pour fermer tous les lieux publics. On a essayé de voir avec les partis politiques pour qu'ils nous aident à organiser des débats dans leurs sièges. Les sièges étaient vides, c'est-à-dire le débat, il était dans la rue, mais les sièges des partis politiques étaient vides. Les partis politiques, personne ne recevait, aucun parti ne recevait les hiérarchistes, à part 1 ou 2 partis qui ont payé la facture après. On le voit avec les arrestations des gens du MDS, les histoires qu'on veut faire au RCD surtout, RCD parce que son siège est bien installé à Alger, centre d'Alger, donc le RCD, l'MDS, mais quelques tentatives d'ouverture du parti politique ont été vite avortées et ce lien entre le mouvement social, mouvement politique du Hirak et les institutions, y compris les institutions de l'opposition, y compris les partis politiques, les associations, les partis, il n'a pas eu lieu en Algérie, malheureusement. Donc pour terminer, ce n'est pas le qualitatif seulement qui s'est exprimé pendant le Hirak. Ce n'est pas l'école, ce n'est pas la généralisation de l'enseignement, ce n'est pas l'aspect citadin, ce n'est pas ce modernisme de la famille algérienne où on pouvait sortir en famille, le père. On avait des familles avec le grand-père, le père et les petits-enfants. Et qui sortaient chaque vendredi pour venir manifester. On n'avait pas seulement cet aspect positif, on avait aussi malheureusement des côtés moins positifs, des côtés négatifs. Par exemple, la grande question des élites et de l'encadrement politique du Hirak. Et quand je parle de ça, il faut aussi parler de l'autre côté de la chose, c'est-à-dire la position des élites officielles. La question qui se pose maintenant, on dit attention, le Hirak n'a pas pu avoir une élite représentative, on n'a pas eu des gens qui représentaient le Hirak, n'a pas pu faire sortir cette élite qui pouvait l'emmener loin. Il faut aussi poser la question à l'autre côté de l'élite officielle, pourquoi l'élite militaire, politique, les partis au pouvoir, les gens, toute cette élite politique, pourquoi n'a pas essayé de faire avec le Hirak? Pourquoi n'a pas essayé de faire marcher ce Hirak, ce mouvement? Pourquoi n'a pas aidé ce mouvement à aller à faire des pas ensemble? Pourquoi les partis du pouvoir n'ont pas su profiter de ce moment? Pourquoi les militaires, par exemple, les chefs militaires, n'ont pas su profiter de ce moment, de ce grand bouleversement, de cette manifestation, de cette grande mobilisation qu'on n'a jamais connue en Algérie? Pourquoi les pouvoirs militaires et politiques n'ont pas su profiter de ce moment et rebondir pour proposer autre chose aux Algériens, pour faire autre chose, pour proposer des institutions différentes en termes de fonctionnement, des nouvelles élites, une ouverture du champ. Malheureusement, on a eu le contraire. C'est-à-dire, pendant le Hirak, on a eu un blocage extraordinaire au niveau des institutions politiques, au niveau des partis politiques. On a eu des élections post-Hirak, les plus faibles taux de participation pour ces élections, pour la Constitution,
les élections concernant la Constitution, les élections législatives, les élections présidentielles. On a vécu un pourrissement, c'est-à-dire une fermeture presque totale du champ médiatique. C'est-à-dire, on s'attendait à une réaction plutôt qui allait dans le sens de profiter de ce moment, de cette grande mobilisation. Les Algériens, pour la première fois, avant le pouvoir, disaient les Algériens ne s'intéressaient pas à la chose politique, les jeunes ne sont pas, ils disaient même qu'ils ne sont pas nationalistes, qui n'ont pas d'expérience politique, qui ne s'intéressent pas à la chose politique. Et ben, pendant 3 ans, les Algériens ont démontré le contraire. Et ça n'a pas été exploité par le pouvoir politique pour proposer autre chose que la répression et que la fermeture et que les élections préfabriquées. Donc c'est aussi l'échec. On peut en parler pourquoi le Hirak n'a pas su proposer une élite en encadrement pour ce grand mouvement, mais l'échec des élites officielles, il est là, il est flagrant. On n'a pas profité de ce grand mouvement de mobilisation pour transformer la société algérienne, pour lui donner un sens. C'est-à-dire le pouvoir n'a pas marché. Il a bloqué. Donc, peut-être que je vais terminer ça, cette question d'élite, comme une continuité historique de l'Algérie. On a beaucoup c'est pas la première expérience où l'élite politique algérienne apparaît comme une élite retardataire par rapport à la société. 54, c'était aussi comme ça. Avant, c'était comme ça. C'est-à-dire, on a un problème d'élite politique et de rapport entre transformation politique et cette élite qui n'arrive pas à être à la hauteur de ce peuple. C'est pour ça qu'on a ce déphasage extraordinaire. Les Algériens disent c'est malheureux, mais on n'a pas su profiter de ce grand mouvement qui est le Hirak. Et j'espère que c'est un moment, parce que c'est pas définitif. Pour répondre à la question de cette rencontre, où va le Hirak, quel avenir pour le Hirak? Moi, je pense que le Hirak a un grand avenir devant lui, parce que peut-être qu'on n'a pas su transformer le Hirak en gain politique concret, mais les changements au niveau des mentalités, les changements au niveau des jeunes générations, surtout cette accélération de la chose politique, ce grand mouvement de débat politique. Les Algériens, les jeunes générations ne peuvent plus revenir ce qu'ils étaient avant le Hirak. Et ça, je crois que le pouvoir, que les élites officielles doivent faire attention quand ils font leurs analyses sur l'Algérie de demain, l'Algérie post-Hirak. Merci, Salam. Merci beaucoup à vous deux. J'ai quelques réflexions que je vais partager avec vous avant de prendre les questions de notre cher public. Vous avez évoqué tous les deux le côté pacifique de l'Hirak en disant que le régime ou le pouvoir politique ou l'État était dépourvu de tout prétexte de faire usage de la force, parce que le mouvement populaire, il était pacifique et il était vraiment très... Et même Nasser, tu as dit que le Premier ministre, il a même menacé en disant « vous allez syrianiser l'Algérie ». Ça me renvoie à ce que disait à une époque un vice-président en Syrie, que quand il y a eu des contestations dans les années 90, 2000, au début des années 2000, il a dit « il ne faut pas algérianiser la Syrie ». Et le mouvement populaire contestataire syrien, à ses débuts, était aussi pacifique. Mais le recours à la violence provenait du pouvoir. Alors, quelle est cette différence entre un pouvoir
Peut-être c'est une question de légitimité. Peut-être il y a plus de légitimité d'un côté ou de l'autre. Quelle est l'explication d'après vous? Je sais que vous n'êtes pas spécialiste de la Syrie, mais vous pouvez comparer quand même. Pourquoi le pacifisme de la contestation en Syrie a été réprimé avec la force inouïe et le pacifisme du mouvement contestataire algérien, le régime algérien ou le pouvoir algérien n'a pas su ou n'a pas pu faire recours à la force? Nasser, peut-être? Je crois il faut faire attention aussi aux différences qui existent entre l'Algérie et la Syrie en tant que société, en tant que système politique, en tant qu'élite et en tant qu'armée aussi. En tant que légitimité de pouvoir aussi. Oui. Moi, je crois que si on fait cette comparaison entre la Syrie et l'Algérie, la Syrie, elle est moins homogène que l'Algérie. On est dans une société, nous, en Algérie, où on étouffe parfois de notre grande homogénéité culturelle, politique, linguistique. Les Algériens sont tous musulmans à 99%. Ils sont tous berbéro-arabes à grande majorité. Ils sont dans le même moule nationaliste. Ce n'est pas le cas, je crois, de la Syrie. Il y a aussi les institutions, l'histoire des institutions. L'armée algérienne, c'est une armée qui reste jusqu'à maintenant une armée qui a une très grande légitimité aux yeux des Algériens. L'armée algérienne, elle est ouverte, elle est nationale dans ce sens. Elle est ouverte à tout le monde. C'est-à-dire, moi, j'ai vécu ça, j'ai fait même un petit papier sur ça, quand il y avait des morts de grands accidents d'avion ces dernières années, on pouvait le constater, les cadavres partis dans toutes les régions de l'Algérie. On avait toute l'armée algérienne n'était pas comme ça. Au début de l'indépendance, il y avait plutôt une concentration à l'extrême est et à l'est. L'armée, avec le temps, elle s'est nationalisée. Elle est devenue plus nationale avec son ouverture sur la société. Donc, on le voyait avec ces accidents. Les cadavres partaient dans des régions très modestes, c'est-à-dire les familles qui recevaient leurs enfants morts, ils étaient très modestes, d'une modestie extraordinaire, des villageois, des gens de la campagne. Donc bien sûr, l'histoire politique, je ne vais pas revenir un peu sur le mouvement national, sur la révolution, donc, il y a l'homogénéité, pour terminer avec cette comparaison algéro-syrienne, l'homogénéité de la société. Les Algériens sont très homogènes. Et c'est une des sociétés les plus homogènes dans le monde arabe. Et il y a l'histoire des institutions qui aussi peut expliquer comment on n'a pas allé dans le sens de la violence. Le dernier point que je veux soulever, c'est que les Algériens, il faut faire la différence entre radicalité politique et violence. Les Algériens sont peut-être des radicaux et pas des violents. C'est différent. Les Algériens sont, politiquement, c'est des radicaux. C'est leur expérience politique, c'est leur histoire politique et sociale. Ça les a amenés sur une radicalité on la voit au niveau politique. Mais pas nécessairement violent. Pendant les années 90, quand on parlait de l'expérience algérienne, on disait « Ah, attention, les Algériens sont violents ». Moi, je l'ai toujours dit, les Algériens ne sont pas violents plus que les autres. Ils sont peut-être plus radicaux que les autres, en termes politiques. Et ça, c'est ça qui fait la différence entre... Jusqu'à maintenant, il ne faut pas l'oublier qu'on a une armée très ouverte sur la société. Jusqu'à maintenant, on n'a pas du cas syrien, par exemple, où il y a une minorité au sommet de l'institution militaire et la population
les autres régions qui sont représentées par des Djounoud ou des sous-officiers, l'armée algérienne, elle est très ouverte, bien sûr, avec des changements qu'on n'a pas encore étudiés les dernières années, mais jusqu'à maintenant, moi, je pense que l'histoire de l'institution peut expliquer beaucoup de choses dans cette non-violence de notre expérience politique récente. Louisa? Oui, en plus de ce que Nasser a évoqué, je voudrais ajouter deux éléments. Le premier a trait à la Syrie et le deuxième à l'Algérie. Je crois que le basculement de la contestation syrienne dans la violence, dans la guerre, est beaucoup lié à sa géographie, à sa géopolitique et donc à la multiplication des interventions étrangères. En fait, la Syrie s'est libanisée, en quelque sorte. Je pense que c'est le premier point qui a fait que la situation a basculé de cette façon et que non seulement elle a basculé, mais elle a perduré. La Syrie est rentrée dans un conflit armé prolongé qui n'est plus du tout, qui ne répond pas du tout aux critères d'une guerre civile classique. C'est un conflit armé transnational, c'est-à-dire avec une origine interne et puis qui s'est externalisé par le fait des multiples interventions extérieures. Le deuxième élément, la deuxième raison, c'est ça qui a un rapport avec l'Algérie. Tu disais, Salam, que en Syrie, on disait surtout ne vous algérianisez pas, en référence à l'exemple des années 90. Et bien en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le traumatisme qu'a laissé la guerre civile des années 90 est encore extrêmement vivace. Ce n'est pas quelque chose qui a été pris en charge, soigné, débattu, d'une quelconque façon que ce soit. Il faut bien comprendre que quel que soit le camp, entre guillemets, auquel les Algériens appartenaient à l'époque, donc ils étaient sympathisants du fils d'Issou ou partisans de la sauvegarde de la République par les militaires, aujourd'hui, les Algériens, quelle que soit leur position d'avant, ont tous abouti à la conclusion suivante, c'est que, quelles que soient les idées que nous avons défendues à l'époque, le résultat, c'est que nous avons perdu. Ceux qui ont défendu l'option de l'arrêt du processus électoral pour sauver la République, ils se sont rendus compte que l'Algérie n'a pas été une démocratie, n'a pas été une république démocratique, mais que ce coup de force avait servi à maintenir le statu quo politique. Et les autres, ceux qui avaient considéré qu'ils avaient le droit de recourir à la violence parce qu'on leur avait volé leur victoire, se sont eux aussi rendus compte que la violence, c'était le plus beau cadeau, entre guillemets, qu'ils avaient offert à leurs détracteurs. Et aujourd'hui, donc, les Algériens, 2019, c'est vraiment une prise de conscience que tous les moyens utilisés auparavant étaient vains. Et quand je parle de moyens auparavant, je parle aussi, Nasser disait, les Algériens ne sont pas plus violents que les autres, mais on sait que dans une société, qu'est-ce qui réduit le niveau de violence? C'est, bon, évidemment, un système de gouvernance qui pacifie les rapports sociaux et politiques, mais c'est aussi l'existence d'acteurs intermédiaires. Or, ces 20 dernières années, le temps de la gouvernance de Bouteflika, on voyait que les contestations étaient quand même violentes. Elles étaient bien sûr très, très circonscrites. C'était des phénomènes de micro-émeutes qui survenaient dans les quartiers, qui s'arrêtaient assez rapidement, mais c'était quand même des expressions de violence. Et ça, cette expression de violence-là, dont les objectifs étaient plutôt socio-économiques, qui avaient trait à la vie quotidienne, avait pour cause l'absence d'acteurs intermédiaires. Dans le Hirak, c'est vraiment, à mon sens, les leçons tirées du passé qui ont fait que le soulèvement populaire est resté pacifique malgré la répression. Merci, Lisa.
vu que le Hirak maintenant est en arrêt, peut-être pas définitive, mais quand même, cette maturité que les jeunes ont acquis durant ces dernières années, est-ce qu'elle peut se transformer sous forme d'une implication plus forte dans la société civile ou dans les différentes parties, ou elle va rester en marge de cela? Qui veut Oui, peut-être. je peux commencer. Oui. En fait, euh, ce qu'on a observé depuis le premier confinement en raison du Covid, c'est-à-dire en mars 2020, lorsque les militants du Hirak ont décidé d'interrompre leur manifestation populaire pour des raisons sanitaires. Ce confinement a eu bon, comme premier impact une montée extrêmement importante de la répression, mais en parallèle, il y a eu un phénomène qui a émergé de façon progressive, de façon latente, mais de façon visible. L'arrêt des manifestations a, si vous voulez, suscité au sein des partisans du changement politique la nécessité de réfléchir sur d'autres moyens que les manifestations. Parce qu'il était évident que même si les manifestations reprenaient, et elles ont repris en février 2021, même si elles reprenaient, ça ne suffirait pas pour susciter, pour conduire un changement politique. Et je voudrais dire que cette période, ces 3 dernières années, ont vu l'émergence de dizaines et de dizaines de groupes qu'on peut appeler collectifs, qu'on peut appeler forums, qu'on peut appeler associations non agréées, qu'on peut appeler mouvements, qu'on peut appeler courants. Tout cela, ils évoluent dans une sphère à multiples facettes. Vous avez des collectifs qui se sont constitués sur la base de convergence politique et idéologique. Et on sait que ce type de collectif a pour but de créer des partis politiques à l'avenir. Il y a eu des collectifs qui se sont intéressés, notamment avec la montée de la répression, aux droits de l'homme. Donc, on sait que ce type d'organisation peut trouver sa place aisément, compte tenu de leur constitution humaine, compte tenu de leur expertise dans le vaste monde de la société civile et notamment des associations liées aux droits de l'homme. Nous avons vu émerger des collectifs de proximité liés au quartier. Et c'est là d'ailleurs que s'organisaient un grand nombre de débats. C'est là que s'organisaient, par exemple, les marches nocturnes contre l'élection présidentielle de 2019. Donc là aussi, on a vu émerger, je ne parle pas de la capitale évidemment, c'est au niveau national, on a vu émerger les embryons d'organisations qui ont toute la latitude, qui ont tout le potentiel de se transformer soit en parti politique, soit en syndicat, soit en association. Et je dirais que pour montrer que ce que je dis n'est pas du wishful thinking, c'est qu'un grand nombre de ces militants ont été soit poursuivis, soit arrêtés, soit emprisonnés. Et donc, en fait, pour moi, le processus de maturation du Hirak a déjà commencé et c'est, à mon avis, ce que craint le plus aujourd'hui le pouvoir politique en place. Merci beaucoup. Tu as un commentaire, Nasser? Oui, pour dire simplement que moi, en faisant des études sur le mouvement ouvrier, le mouvement social en Algérie depuis les années 90, j'ai essayé de faire la différence entre ce que j'ai appelé la violence expressive et la violence instrumentale. Moi, j'ai étudié plus de 16 000 grèves ouvrières et des milliers d'autres manifestations populaires en Algérie. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les Algériens donnent une fonction expressive à la violence.
ils évitaient d'instrumentaliser la violence. On voyait beaucoup de jeunes, beaucoup de travailleurs, beaucoup de grèves. Le mouvement ouvrier est très pacifique en Algérie. Malgré le nombre incroyable de grèves ouvrières, le mouvement ouvrier est resté très pacifique. Les mouvements populaires dans les quartiers populaires pour des revendications socio-économiques, logement, chômage, eau, ça a resté aussi très pacifique et les gens s'exprimaient à travers la violence. Ils ne voulaient pas instrumentaliser, ils ne voulaient pas aller, ils voulaient pas faire du mal en instrumentalisant la violence. Et c'est ça qui m'a fait dire que le mouvement en Algérie, le mouvement est resté, les mouvements sociaux, les mouvements syndicaux restaient très pacifiques. Et ça a peut-être ça a été repris par le Hirak qui est resté d'essence très pacifique, malgré le nombre incroyable de gens qui ont participé dans le Hirak. Pour revenir au pouvoir, moi je crois que comment ça va évoluer, parce que j'ai vu une question d'un internaute qui parlait de l'avenir du Hirak. Moi, je crois que la responsabilité des élites officielles, elle est engagée. Ce n'est pas seulement les élites du Hirak, ce n'est pas seulement les Algériens qui sont sortis pendant 3 ans pour s'exprimer, pour revendiquer, pour proposer. Les gens disaient que pourquoi le Hirak n'a pas proposé grand-chose. Si, le Hirak a proposé des dizaines et des dizaines de textes. Et on a eu des dizaines de textes. On a eu une pratique politique nouvelle en Algérie. Les gens se sont rassemblés, pas sur la base politique très pointue. C'est-à-dire on avait des propositions de sortie de crise du Hirak, des idées du Hirak qui venaient avec un esprit très consensuel. Les Algériens ont appris pendant le Hirak, à travailler ensemble, à s'écouter, à proposer des choses ensemble. On avait des réunions et des papiers et des revendications et des textes où on peut trouver l'ancien islamiste du fils, comme les gens du frère musulman des partis actuels, mais on avait aussi des gens de l'extrême gauche, ce qu'on appelait avant les berbéristes, les gens démocrates. On avait de toutes tendances. Donc, les Algériens ont aussi, après le Hirak, été une école d'apprentissage du vivre ensemble, politique. Et moi, je crois que cette expérience ne va pas se brutaliser comme ça, partir sans laisser de traces. Les Algériens ont repris la parole. Avant, moi, je disais des choses pas très correctes envers les Algériens. Je disais qu'ils ne savent pas parler, les Algériens. Les Algériens, quand on dit il est muet. Il ne parle pas bien. Il n'arrive pas à exprimer sa pensée politique. Il n'arrive pas à dire ce qu'il pense. Une chose qu'on n'a absolument pas vue pendant le Hirak. Les jeunes générations s'exprimaient très bien. Ils parlaient politique, ils font les différences entre la chose. À l'intérieur de la chose politique, moi, je me suis posé toujours la question où ces jeunes ont après ils ont eu cette expérience politique. Et je me suis posé la question en 2011, quand je suis parti en Égypte. Comment les Égyptiens, où il y avait presque plus de partis, plus de vie collective politique, s'exprimaient de cette manière. Et je me disais toujours comment on arrive un jour en Algérie à s'exprimer aussi naturellement, même en termes de langue. Les Algériens se sont appropriés leur langue. On a dépassé le stade avec d'Algériens qui ne s'exprimaient qu'en français ou qu'en arabe classique. On a fait recours surtout au dialecte, à la langue arabe algérienne, où on s'exprimait très bien, sans pour autant aller ni vers le français, ni vers la langue arabe classique. Donc les Algériens ont changé. Ils s'expriment mieux.
ils arrivent à se focaliser sur l'essentiel et ils arrivent à s'entendre. Le grand problème qui reste posé, c'est le pouvoir. Est-ce que les décideurs, les gens du pouvoir, ont une vision, ont une vision pour marcher avec ce Hirak? Quand je parle du Hirak, je parle avec une grande majorité d'Algériens. Est-ce qu'ils ont quelque chose à nous proposer? Est-ce que le pouvoir a un plan d'attaque pour aller vers une autre Algérie, avec une autre vie politique? Moi, je ne pense pas. Jusqu'à maintenant, les choses me semblent plutôt le contraire. On a au niveau politique, c'est dramatique ce qu'on vit actuellement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie politique en Algérie. Il n'y a plus de vie médiatique, c'est-à-dire les chaînes de télévision sont fermées. On ne voit. Moi, je n'ai pas vu depuis des années des chefs de partis politiques dans les chaînes de télévision, ni officielles ni privées. Donc, il y a une fermeture extraordinaire de la chose publique. On ne veut pas que les Algériens s'expriment. On ne veut pas que les Algériens aillent dans le sens de résoudre leurs problèmes. Et je crois ça, c'est la responsabilité, pas seulement des élites du Hirak. On arrive parfois à les culpabiliser pour dire vous n'avez rien foutu, vous n'avez rien fait. C'est essentiellement la responsabilité des élites officielles. Bon, l'anecdote, je ne me rappelle plus si on était ensemble chez Rami Nasser à Alger, quand il y avait une émission de télé à laquelle on était invités tous les deux, je pense, si mes souvenirs sont bons, sur une chaîne privée qui s'appelait Atlas, qui n'existe plus maintenant. Oui. Et après qu'ils ont installé tout à l'hôtel, presque ils ont monté un studio, ils ont reçu un appel téléphonique et ils nous ont regardé en disant on a oublié les micros au studio. Tu te rappelles? Oui. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre les questions du public et je vais les lire parce que même si vous les voyez, vous, pour que je les partage avec toute l'audience. Question de M. Jean Belkacimi Boussad. Alors que ce fameux mouvement, c'est un commentaire, alors que ce fameux mouvement Khawa Khawa ne survit qu'en Kabylie, pourquoi et comment se fait-il qu'il ne soit qu'en slogan arabe et islamisant? Pourquoi le Rachad l'a investi et repris? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est le Rachad. Pourquoi ce n'est que les vendredis qu'il se mouvait sans aucune ligne ou direction, sans tête et sans queue? À qui a-t-il servi au bout de 3 ans de gesticulation inutile et improductive? C'est un peu dur. Je laisse peut-être Nasser. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le Hirak. C'est un mouvement national. Il a des particularités parfois régionales dans les régions. La Kabylie, c'est sûr, la Kabylie, elle a sa tradition, elle a son encadrement politique, elle a ses élites, elle a sa proximité d'Alger. On oublie souvent que la Kabylie, c'est Alger. On peut descendre en Kabylie en 1 heure de temps. Donc moi, je crois que c'est surtout ça, c'est que avec le Hirak, pour la première fois, le mouvement de 80, le mouvement de 88, les mouvements de 92, même l'islamisme armé et le mouvement islamiste 92, il avait une connotation régionale. On le voyait très ancré, très installé dans des régions précises. Le Hirak, il a coupé avec ça. C'est pour la première fois en Algérie où on voit qu'on est devant un mouvement national avec ce qui est tout à fait normal, avec parfois des particularismes par région, mais le Hirak, c'est un mouvement national. Et cet aspect qui va peut-être l'aider à aller plus loin.
Ils peuvent pas. Ils ont essayé, le pouvoir a essayé en 2020, 2021 pour dire attention, le Hirak est manipulé par Rachid ou par le MAC. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Les Algériens ont refusé d'en tomber dans ces clivages politiques, régionalistes et linguistiques pour dire que tout le monde est concerné par cette grande révolution qui est le Hirak. Et les gens, les Algériens, ont resté très pacifiques. Ils ont resté sur le cap pour dire qu'on est devant un mouvement national. Et je reste persuadé qu'on n'a pas intérêt à... Parce qu'on l'a fait pendant les 20 ans de Bouteflika, il a tout fait pour nous gérer à travers nos faiblesses et nos différences. Le Hirak a redonné à l'Algérie une autre figure. On a axé, le Hirak a axé sur ce qu'il y a de plus beau, de plus fort, de plus algérien chez les Algériens. Et ça a marché jusqu'à la fin des marches. Mais ce climat, cette culture, cette expérience, elle est encore là, surtout chez les jeunes générations. Et je crois que l'avenir, ça doit rester. Les Algériens, maintenant, avec les arrestations, avec l'expérience de la mobilisation populaire pour les gens arrêtés, avec les gens qui ont été dans même le pouvoir fait ça maintenant, peut-être inconsciemment. Les derniers jeunes Algériens qui ont fait la grève de la faim, ils les ont déplacés partout en Algérie. C'est-à-dire ce qui était un mouvement centralisé, concentré sur Alger ou Léa, est devenu national. Maintenant, on a des jeunes Algériens qui sont en grève de la faim à Barouaguia, au sud, au nord, à l'est et à l'ouest. Donc c'est aussi cet aspect national qui s'impose, même en gérant la crise de la grève de la faim. Moi, je ne crois pas que la Kabylie, bien sûr, c'est différent. La Kabylie, c'est aussi, parfois, elle peut devenir une locomotive politique, vu son expérience, il ne faut pas oublier la diaspora. Le Hirak aussi, c'est aussi le Hirak de la diaspora algérienne. On a 5-6 millions d'Algériens qui vivent à l'étranger et qui sont très attachés à ce qui se passe en Algérie, qui sont présents et qui peuvent devenir aussi une locomotive de ce Hirak national qui peut avoir plusieurs têtes sur la base du rapport de force, des changements politiques, mais c'est le Hirak national algérien qui peut se manifester à Ottawa, au Canada, ou à Paris, ou à Marseille, ou à Alger, ou à Tizi Ouzou. Donc, on est devant le même phénomène, la même complexité, la même situation des Algériens. Merci, Nasser. On va essayer de répondre rapidement à ce qui reste comme question. Je crois que Louisa aimerait bien répondre à la deuxième question, qui est de spectateur anonyme. Bien que le mouvement n'ait pas basculé dans l'extrême violence, les intimidations et arrestations de militants et journalistes sont fréquents. Pensez-vous que cela constitue un des éléments qui ont affaibli le Hirak? De prime abord ou à très court terme, oui. Ce type d'arrestation, ce sont des arrestations soit ciblées, soit non sélectives. Elles ont pour but, évidemment, de faire peur, d'effrayer, d'empêcher les gens de se mobiliser et de penser que la prudence est mère de sûreté. Mais c'est vraiment à très court terme. Et pour moi, il y a plus d'effets contre-productifs à cette politique plutôt que d'effets productifs aux yeux même du pouvoir politique. Pourquoi? Premièrement, ces arrestations, cette répression, les lois qui les accompagnent sont dénoncées, y compris par des ONG internationales, y compris par des acteurs internationaux. Et donc, tout cela ne contribue pas à améliorer l'image de l'Algérie à l'étranger. Deuxièmement, le fait de recourir à des arrestations auxquelles nous n'avions absolument plus l'habitude.
Par exemple, les journalistes. Nous avons effectivement des journalistes qui ont été arrêtés, qui ont été jugés, qui ont été emprisonnés pour des délits de presse, c'est-à-dire pour avoir écrit un article. D'autres qui sont encore poursuivis jusqu'à présent. Or, non seulement la Constitution l'interdit totalement, mais même sous le régime de Bouteflika, ça n'était pas arrivé. Donc, on est dans une régression qui contredit totalement le discours officiel d'une Algérie nouvelle. Troisième raison, ces arrestations, elles ne découragent pas, elles ne poussent pas à changer de position. Au contraire, elles sont en train de créer des idoles, elles sont en train de créer des héros, des gens qui étaient des personnes, des militants qui étaient très peu connus ou qui n'étaient connus que dans leur cercle restreint, sont aujourd'hui de véritables héros nationaux. Et donc, en plus du fait qu'ils sont pacifiques, en plus du fait qu'ils continuent de revendiquer leur droit à une expression libre, leur droit à jouir de leur liberté individuelle et collective, le fait que, donc, dans leur discours, il n'y a aucun glissement, rien qu'on puisse leur reprocher, favorise donc cette image de victimes et de héros au sein de la société. Donc, pour moi, ce sont des arrestations plutôt contre-productives. Alors, une question de notre amie Françoise Lorsery. Elle dit bonjour, pourriez-vous dire un mot des mesures économiques prises par le pouvoir algérien suite aux manifestations? Est-ce qu'il y a eu des mesures économiques pour un petit peu essayer d'absorber le Hirak? En fait, je pourrais dire que le rapport de l'économique avec le Hirak, il est double. Ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait, qui aurait dû être fait. Ce qui a été fait, c'est par exemple, très récemment, c'est le dernier scandale en date, le fait que l'exécutif ait gelé, annulé des points des points compris dans la loi de finances, lesquels articles prévoyaient l'ajout de taxes et d'impôts sur certaines activités économiques. Et donc, l'exécutif a tout bonnement contredit le Parlement qui avait voté cette loi et ces mesures ont été annulées. Donc, c'est une mesure qui est comprise comme une volonté de freiner la dégradation de la situation socio-économique extrêmement visible, la détérioration du pouvoir d'achat, etc. Donc, on va parler en fait, du retard, du fait que les mesures telles que la levée des subventions n'ont pas été prises ou ont été retardées, en tout cas été annulées à l'heure actuelle. Mais en fait, pour aller plus loin dans cela, c'est pas tant des petites mesures ou des mesurettes relatives à la redistribution de logements, par exemple, ou à l'augmentation de certains salaires, ce qu'on a vu dans certaines corporations, qui pose problème parce que ça, c'est quelque chose auquel on était habitué. Par contre, ce qui est plus problématique, c'est le fait qu'en raison des tensions sociales, en raison de la contestation, le pouvoir politique aujourd'hui est dans l'incapacité totale de mener des réformes économiques absolument nécessaires. Aujourd'hui, il n'y a pas un expert qui dise le contraire. Il n'y a pas un expert qui dise que l'économie algérienne est viable dans les conditions dans lesquelles elle fonctionne. Aucune stabilité juridique, dépendance totale vis-à-vis des importations des hydrocarbures, aucune réforme structurelle importante n'a été menée et aucune réforme structurelle ne sera menée tant que le pouvoir politique sera en crise de légitimité. Merci beaucoup, Louisa. Il nous reste seulement 2 questions, dont une en arabe que je vais essayer de traduire en direct. L'incapacité de Hirak de transformer sa pacificité du pacifisme au conformisme, bon, c'est un peu une langue philosophique qui bon, mon français ne m'aide pas trop à la traduire, mais est-ce qu'il n'y avait pas un moyen de ne pas rester dans ce pacifisme passif, si j'ose dire, et trouver d'autres moyens qui gardent le pacifisme tout en étant plus
avoir des impacts plus forts sur la situation politique? Parce que d'après la question, il y a eu des forces, notamment au pouvoir, qui ont pu faire disperser la force de ce Hirak et lui faire beaucoup de parasites. Oui. Moi, Salam, moi, je crois que les Algériens, quand ils sont sortis en 2019, février 2019, ils le savaient. Ils savaient que le système politique algérien, avec son cachet rentier, cette relation directe entre l'économique et le politique, ce qu'on savait sur le système, le fonctionnement du système politique algérien, on savait que les changements vont prendre du temps et que ça ne va pas être facile. On le savait, les gens disaient que ce système ne va pas changer facilement. Parce qu'il a des ressources. Il a la possibilité de faire fonctionner la manne pétrolière avec, dernièrement, avec les prix du pétrole qui sont à 90 dollars le baril. Donc ce secteur public qui reste très, très rentier dans son fonctionnement, même le secteur privé qui reste très rentier dans son fonctionnement. Donc, on savait que le lien entre militaire et politique, le lien entre les services et la chose politique, donc on savait que ça ne va pas être facile. Le changement ne va pas être facile en Algérie. Et il faut prendre du recul, il faut prendre du temps. Il faut surtout éviter de tomber ou de tomber dans la violence. Il faut que les Algériens persistent dans cette voie de pacifisme. Il faut qu'ils s'organisent mieux. Il faut qu'ils réfléchissent mieux dans des projets de réforme. On a un très grand chantier pour le Hirak. Le Hirak ne doit pas rester à ce stade actuel. Les Algériens doivent s'organiser mieux, aller de l'avant, travailler ensemble, se connaître un peu plus, parce que ce qu'on n'avait pas, les Algériens ne se connaissaient pas. C'est le Hirak un peu qui a fait que les Algériens commencent à se connaître. Les grandes manifestations d'Alger, c'était des lieux de rencontres nationales. Les gens venaient de toutes les régions du pays et on a le cloisonnement même générationnel, on a essayé de l'éviter, de le casser. Donc, les Algériens, le Hirak a fait connaître les Algériens entre eux, et il a fait connaître l'Algérie aux Algériens. Avec les voyages qu'on faisait, avec les rencontres qu'on faisait, les Algériens commencent à connaître leur pays. Donc c'est un grand bouleversement au niveau des mentalités, au niveau surtout des jeunes générations, au niveau des rapports à l'espace, à la terre. Moi, je crois que le Hirak a des meilleurs moments devant lui. Il ne faut pas qu'il soit, c'est-à-dire, il ne faut pas tomber dans la précipitation, c'est-à-dire ce qu'on peut avoir dans 2 ans, on attend, on est là pour attendre. Les Algériens sont là, ils sont en Algérie, ils attendent, ils doivent rester vigilants sur leurs revendications, ils doivent rester surtout pacifiques en s'organisant mieux, en établissant des liens organiques entre eux, en travaillant ensemble. Mais moi, je suis très optimiste concernant le Hirak. Merci beaucoup, Nasser. La dernière question, c'est de Madame Samia Chabouni. Elle dit merci pour vos analyses si pertinentes. Comment vous faites, vous, en tant que chercheur intellectuel et surtout universitaire, pour résister au harcèlement et suivi des services de sécurité militaire qui ne cessent d'intimider et surveiller les chercheurs? Que doivent faire les universitaires pour raviver le Hirak? Très rapidement, s'il vous plaît, parce que je sais que c'est une question qui mérite tout un débat. Surtout vous deux, vous avez vécu des moments assez difficiles durant ces dernières années. Alors, je ne sais pas, en 2 phrases. C'est Résilience. Ouais.
Absolument. Merci, Salam. C'est effectivement ça. Je crois que ce qui ne nous tue pas nous renforce, de toute façon. Et il y a un déterminisme historique qui nous dépasse tous, qui dépasse les Hirakis, qui dépasse le pouvoir politique, qui dépasse l'ensemble des Algériens. Je ne crois pas à l'immobilisme, je ne crois pas au statu quo politique éternel. Euh, la résilience a ses forces et ses faiblesses. Et ce qui a été enclenché le 22 février 2019 n'est pas né du néant, il est le résultat de tout un processus. Et ce qui s'est passé depuis 2019 est lui aussi un maillon dans cette chaîne. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. Merci beaucoup. Nasser, peut-être? Moi, je vais rester optimiste. C'est-à-dire les Algériens. J'ai vu un texte dernièrement que ce Hirak est tombé du ciel. Moi, je ne crois pas. Il n'est pas tombé du ciel, le Hirak. C'est toute l'expérience des Algériens politiques mauvaise, moins bonne, moins mauvaise. C'est l'expérience, c'est notre histoire politique en tant qu'Algérien. C'est un peu l'évolution de la pensée politique algérienne, de notre nationalisme qui est en train de se transformer. C'est nos écrits, nos recherches, notre pratique quotidienne de tous les jours qui fait en sorte qu'on reste optimiste, que l'Algérie doit changer, que le système politique, les élites officielles doivent faire des concessions. On a besoin de voir les élites officielles, les institutions, les militaires surtout, comprendre ce qui se passe en Algérie, ne pas aller dans le sens d'une confrontation, s'organiser pour ouvrir le champ politique. On a grandement besoin d'une ouverture du champ politique et médiatique en Algérie aujourd'hui et laisser les Algériens s'exprimer, laisser les Algériens respirer pour aller vers d'autres pratiques. Les Algériens peuvent le faire. On a les moyens intellectuels, on a les moyens. Les Algériens, l'école a fait beaucoup de choses pour les Algériens. Transformation. L'Algérie, cette année, l'UNESCO a parlé le taux le plus élevé au monde de femmes ingénieures en Algérie. Très bien. On a le taux le plus élevé de femmes ingénieures dans le monde. Donc c'est des forces qu'on a. Il faut les exploiter, il faut s'organiser pour exploiter ces forces et aller vers l'avant. Très bien, merci beaucoup. Avec cette soirée très riche qui a été vraiment animée par nos chers amis Louise Ladris, Ayet Hamdouche et Nasser Djabi, nous terminons un cycle de débats et de conférences sur l'Algérie pour commémorer le 3e anniversaire de l'Hirak, qui a commencé le 3 février avec Laurence Aubertin, qui a évoqué la jeunesse des quartiers populaires et les pratiques ambivalentes de la contestation au début du Hirak. Le 8 février, nous avons organisé la projection d'un film qui s'appelle Chronique algérienne et qui a été suivi avec son réalisateur par un débat, son réalisateur Zach Ketzi. Et ce soir, avec vous, nous avons terminé ce cycle. Et j'invite notre cher public qui est sur Paris de venir la semaine prochaine, le 22 février, en présentiel, ici même au Carep, pour une soirée lecture-débat sous l'intitulé de Implosion. C'est le titre du livre magnifique, d'un roman magnifique de la romancière libanaise Hiam Yared. Ce livre, il est le produit d'une réflexion littéraire liée à la situation au Liban, notamment après l'attentat, l'explosion, la catastrophe de 4 août en 2021. Ce sera au Carep à 18h30 le 22 février.
Merci beaucoup, cher ami. Nasser, merci beaucoup, cher ami. Merci. J'espère à très bientôt. Et désolé si on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Il est déjà 20h10 et il faut qu'on termine notre soirée débat avec vous. Merci. Merci. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. Bonne fin de soirée.